Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je voulais revenir sur Mel Gibson, enfin, non pas pour faire un top 5 ou un top 10, peut-être qu'un jour je le ferai, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Là j'avais envie de revenir sur une période bien précise de la vie de Mel Gibson, ce moment où tout a basculé pour lui, ce moment de la Passion du Christ, ce passage de la Passion du Christ, vous parler un petit peu de ses coulisses et également des conséquences en fait de ce film dans la carrière de Mel Gibson, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant la Passion du Christ, Mel Gibson était encore tout puissant à Hollywood. Alors évidemment, je compte pas la fin des années 80 avec L'Arme Fatale, les années 90 où il enchaîne énormément de films différents, et même au début des années 2000, pour rappel quand même. Il joue dans Payback, donc même produit par un gros studio, donc la Warner. Il se permet même des films plus autorisants, un film de Wim Wenders, $1 Million Hotel. Il va jouer dans un film de Roland Emmerich, The Patriot. Il se permet même une petite incursion dans la comédie romantique avec Ce que veulent les femmes. Il va tourner dans Nous étions soldats. Et puis en 2002 arrive Signe de M. Night Shyamalan qui fait son petit carton, faut bien le dire. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que ce film intervient 2 ans avant la Passion du Christ. Et dans Signe, il joue un pasteur. Et donc on voit bien là la volonté de Mel Gibson de se rapprocher finalement de ce qu'il est un petit peu plus dans la vie, c'est-à-dire un fervent chrétien. Et il va réellement le prouver 2 ans plus tard, évidemment, en réalisant ce fameux film, La Passion du Christ. Ce film qui va bousculer énormément de choses et qui va changer à jamais, je pense, la vie de Mel Gibson. Alors il faut bien comprendre que La Passion du Christ, c'est un film qui coûte 30 millions de dollars et qui en rapporte 622 millions de dollars dans le monde, dont 300 millions aux États-Unis. Donc autant vous dire que c'est un succès colossal et c'est tout le paradoxe de La Passion du Christ, car il n'y avait rien dans ce film pour qu'il puisse cartonner. Je vais m'expliquer, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de star déjà, et en plus, comme si Mel Gibson voulait prouver que le fait qu'il réalise des films, il était autant jusqu'au boutiste que dans ses rôles, dans ses rôles de taré, dans ses rôles de dingue, où il est jusqu'au boutiste, eh bien, dans ses réalisations, il va aller jusqu'au bout aussi de son délire, jusqu'au bout de son sujet, puisque le film va être entièrement tourné en araméen et en latin. Donc autant vous dire que si vous êtes producteur du film et que vous voyez un Mel Gibson complètement déchaîné en train de vous dire « Voilà, moi je veux faire la Passion du Christ avec énormément de violence, en montrant le chemin de croix du Christ et en ne parlant qu'en araméen et en plus sans star », je peux comprendre, si tu veux, que certains producteurs aient fait la fine bouche et aient dit « Non, on ne financera pas ton film ». Et c'est ce qui s'est exactement passé, c'est-à-dire que La Passion du Christ a été refusée quasiment par tous les studios, et donc Mel Gibson a dû financer La Passion du Christ 30 millions de dollars de sa poche avec sa société Icon Productions. Mais quand même pour se faire aider, parce qu'il y a bien un distributeur qui flaire un petit peu la bonne affaire avec La Passion du Christ, il y a New Market Film qui va s'emparer du film et qui va accepter de le distribuer aux États-Unis. Mais le problème, c'est que ce film fait déjà polémique avant sa sortie. Abraham Foxman, président de la puissante Ligue anti-diffamation, met la main en fait sur une copie qui avait été dérobée dans les bureaux de la société de prod de Mel Gibson. Et à ce moment-là, tout commence à s'emballer, puisque Foxman convoque la conférence des évêques catholiques et le rabbin Eugene Korn dans le but en fait de faire une espèce d'étude du scénario pour prouver que ce scénario serait bel et bien un pamphlet antisémite. Mel Gibson va essayer de s'en défendre comme il peut, va dire que ce sont des accusations calomnieuses et dira également que la version finale du film est totalement différente de ce qui a été écrit dans le scénario. Mais c'est trop tard, tout s'est emballé, la polémique enfle de plus en plus. Et limite, le film est réellement condamné avant sa sortie. Par exemple, tu vas même avoir des manifestations devant le cinéma avec des gens qui brandissent des pancartes marquées « La Passion du Christ et l'arme fatale » contre les Juifs. Tu vas avoir tout ce genre de choses qui se met en route, toute cette polémique qui se met en route autour de ce film, et on voit bien que là, le but, c'est évidemment de faire un procès d'intention, de condamner en fait un film non pas sur l'artistique, mais évidemment sur le fond du film. Mais le film va sortir quand même, malgré cette polémique, et quelque part, cette polémique, au lieu d'enterrer le film, va complètement le porter, puisque tout le monde, évidemment, va se précipiter. Donc on peut éventuellement dire aussi que La Passion du Christ doit son succès un petit peu aussi
grâce à sa polémique, mais pas que, parce qu'il y a une véritable ambition, là pour le coup pour Mel Gibson, de faire un vrai film de cinéma. Alors il est évident qu'on ne va pas parler de vrai film de cinéma quant au scénario, parce qu'on raconte finalement les dernières heures du Christ, donc on va pas inventer, je sais pas moi, des twists de dingue dans cette histoire. Le but est évidemment d'être le plus authentique possible, donc il n'est pas question d'agrémenter le scénario de ressorts dramatiques qui seraient complètement superflus, mais c'est un vrai film de cinéma dans le sens où Mel Gibson va bien savoir placer sa musique, va bien savoir diriger ses acteurs, va bien savoir aussi filmer la violence. Quelque part, il va esthétiser aussi totalement cette violence, la rendre totalement insupportable, et il fait un vrai film de cinéma parce que justement, il provoque le spectateur, parce que le but de Mel Gibson à ce moment-là, c'est justement de rendre ce périple, de rendre ce chemin de croix insupportable, comme en fait le Christ l'a vécu. Eh bien le principe, c'est de faire la même chose au spectateur, que le fait de voir ce film, ce soit un véritable chemin de croix, et on peut dire que là, le pari est réussi, tant il va y avoir des gens qui vont sortir de la salle, dégoûtés, il y en a qui vont vomir, il y en a qui vont même qualifier le film de snuff movie, allons-y, ça va être un véritable raz-de-marée critique ce film, et il faut bien dire que ce film va totalement diviser, puisqu'en France, Marin Carmis, donc le PDG de la société MK2, refuse de distribuer le film en France, alors que les autres circuits de cinéma en France, évidemment, le distribuent, puisqu'on a pu aller le voir à l'époque en salle, et Harry Knowles, le directeur de la rédaction de NT Cool News à l'époque sur le site internet, sur lequel on va avoir beaucoup de critiques, il le voit en projet presse et lui il le qualifie carrément de chef-d'œuvre. Donc on voit bien que le film divise totalement entre ceux qui trouvent que c'est de la violence totalement gratuite et ceux qui pensent que c'est un véritable film de cinéma, un véritable chef-d'œuvre, etc., etc. Donc le film continue de faire son chemin, le film continue de cartonner au box-office. On voit bien que cette polémique n'a pas enterré le film, mais au contraire l'a complètement porté. Donc c'est un succès total pour un film qui a coûté 30 millions, d'en rapporter 600 millions au box-office. C'est un succès réellement colossal. Mais tout ça évidemment va entraîner le revers de la médaille, va avoir un impact malheureusement extrêmement négatif sur la suite de la carrière de Mel Gibson, pas tant par rapport à La Passion du Christ, mais par rapport à ses déclarations ultérieures. Le truc, c'est que après La Passion du Christ, il ne tourne plus en tant qu'acteur, mais il va réaliser un autre film, un chef-d'œuvre qui s'appelle Apocalypto. Voilà, pour moi même bien meilleur que La Passion du Christ, même si j'aime beaucoup La Passion du Christ, mais Apocalypto pour moi c'est un niveau au-dessus. Apocalypto pour moi, comme si certains en doutaient encore un petit peu, ça prouve bien que Mel Gibson est un des meilleurs réalisateurs de notre temps. C'est un conteur hors pair. Il a une façon de raconter les histoires, la façon de nous immerger dans ses aventures, alors certaines aventures que je mettrais entre guillemets, il a cette façon de nous enfermer dans ses histoires et de ne plus nous lâcher, et j'ai envie de te dire que beaucoup de réalisateurs actuels devraient s'inspirer de la façon de raconter des histoires, la façon de raconter des histoires de Mel Gibson, et pour moi Apocalypto c'est réellement l'incarnation de ça, c'est réellement un grand film d'aventure, un des plus grands que j'ai vu, et toujours pareil, Apocalypto, il faut bien comprendre que peut-être pas grand monde n'en voulait, puisque le film a été financé entièrement par Icon Productions, donc par sa société de prod, et quand même aidé à la distribution par Touchstone Pictures, donc la branche adulte de Disney, et heureusement qu'ils étaient là, peut-être que sinon on n'aurait peut-être pas vu le film, on aurait loupé ce chef-d'œuvre qui est Apocalypto, mais on voit bien que là, Mel Gibson ne tourne plus vraiment en tant qu'acteur, et qu'il se consacre entièrement à sa carrière de réal. Est-ce que ça veut dire qu'il commence à être blacklisté ou pas? Pas vraiment, puisque tout ça va arriver après ces malheureuses déclarations totalement antisémites en 2006, et qu'il a arrêté évidemment sous l'emprise de l'alcool, et qu'il va déblatérer un tas d'insultes antisémites qui évidemment vont lui valoir une condamnation, et puis il va commencer à ce moment-là à être véritablement mis au placard, c'est-à-dire avec le doublé La Passion du Christ, plus ses déclarations antisémites. Passion du Christ qui est encore considéré un petit peu comme un espèce de film un petit peu antisémite par certains, mais quand même la polémique a un peu désenflé, si tu veux, depuis un certain temps, mais si tu veux, ces déclarations n'aident pas vraiment la carrière de Mel Gibson. Le truc quand même, c'est qu'il va aller s'excuser publiquement sur une chaîne de télévision. Et là, la question qu'on peut se poser au moment de ces excuses, c'est que, et peut-être quitte à faire un peu de psychologie de comptoir, est-ce que là, Mel Gibson n'est pas en train de se débarrasser de l'emprise de son père? Parce qu'évidemment, il y a l'emprise de la foi, il y a l'emprise de la religion, et puis surtout par cette volonté de faire des films sur la rédemption par la souffrance. Est-ce qu'il n'est pas en train, à ce moment-là,
de se séparer, d'essayer de s'expier en fait des péchés de son père, des propres péchés de son père, qui lui est non seulement extrêmement antisémite, mais qui en plus est totalement révisionniste, et il va le prouver lors de certaines déclarations quand la Passion du Christ sort, quand il va même nier par exemple l'existence des chambres à gaz. Donc on voit bien que le père est complètement dingue et que Mel Gibson ne rejette pas vraiment son père, mais que il va peut-être à ce moment-là de ses excuses peut-être essayer de se séparer un petit peu de ce qu'était son père. C'est-à-dire qu'ok, c'est le fils de son père et qu'il ne pourra jamais le renier, mais il n'ira jamais jusqu'où va aller son père et être un véritable antisémite. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai toujours pensé au moment où il s'est excusé, parce qu'il a fait ce choix, en fait, d'excuse et de dire « Non, ce que j'ai fait, c'était pas bien. » En tant que catholique, en tant que fervent croyant, je ne peux pas, quelque part, être antisémite. Ce n'est pas mes valeurs, ce n'est pas ce que moi je prônerais dans mes films. Et quelque part, il y a peut-être là une volonté de se détacher, en fait, de ce qu'était son père. Mais le problème, c'est que tout ça ne changera rien à l'affaire pour Mel Gibson, puisque, disons-le, il va être mis sur une liste noire quasiment jusqu'en 2010. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ça fait en gros entre 4 et 5 ans sans pouvoir travailler. Non seulement il ne va plus tourner de film, alors ça, je ne sais pas pourquoi il ne tourne plus de film, alors que peut-être qu'il pourrait avec sa propre société de prod, mais suite aux récentes déclarations, peut-être qu'aucun distributeur ne voudrait distribuer ses films, surtout qu'il était sur un projet, mais vraiment qui a fait fantasmer la planète Hollywood tout entière, quand il annonce qu'il voulait faire un film sur les Vikings. Mais le problème, c'est qu'il voulait prendre Leonardo DiCaprio, et Leonardo DiCaprio, suite aux déclarations de Mel Gibson, le lâche complètement, et donc quelque part, le projet se retrouve au point mort. En même temps, tu me diras, Apocalypto, il l'a fait avec des acteurs inconnus au bataillon, La Passion du Christ, pareil. Qu'est-ce qui l'empêchait de faire Viking avec des acteurs inconnus au bataillon? Ça reste encore un grand mystère. Toujours est-il qu'il ne travaillera pas jusqu'en 2010. Et en 2010, ça y est, il commence à revenir très doucement. C'est là où c'est intéressant, parce qu'en fait, il revient en tant qu'acteur dans un film de Martin Campbell, Hors de contrôle, en 2010. Mais le truc, c'est qu'il ne tourne plus vraiment pour les gros studios. Warner, Universal, je sais pas, Sony, etc. Tous les studios pour lesquels il travaillait avant. Là, on voit bien que, ok, on lui permet de revenir et que les réalisateurs acceptent de retravailler avec lui. Mais tout ça, pour moi, se fait très timidement. Et finalement, il va avoir des petits rôles, sauf par exemple dans l'excellent Complexe du Castor, où c'est son ami Jodie Foster en fait qui le fait retravailler et qui lui offre pour moi un des plus beaux rôles de sa carrière. Si vous n'avez pas vu ce film, franchement, il faut le voir. Il va tourner par exemple dans Kids of Gringo, il va le tourner dans The Expandables avec Stallone, etc. Mais ça va pas être des premiers rôles. Et puis, c'est pas des grosses productions au sens large du terme, ce que j'entends, produit évidemment par les studios. Il y aura également Traîné sur le bitume, il y aura plein de films comme ça qui sont bien, oui, mais qui ne sont pas, si tu veux, des gros films de studio avec une publicité colossale, comme il pouvait avoir dans les années 90 ou dans les années 2000, où les producteurs misaient sur Mel Gibson. Juste avec Mel Gibson sur l'affiche, les gens se précipitaient dans les salles. C'était ça Mel Gibson avant La Passion du Christ. Même si, exception faite quand même de l'excellent Tu ne tueras point, bien évidemment, un des meilleurs films de guerre que j'ai vu, disons-le, un chef-d'œuvre absolu, un de ses meilleurs films également avec Apocalypto, Braveheart et La Passion du Christ. De toute façon, pour moi, tous les films qu'il a réalisés, c'est des chefs-d'œuvre. Mais le truc, c'est qu'on voit bien que sur Tu ne tueras point, il revient puisqu'on va le nominer aux Oscars, meilleur réal, meilleur film, etc. Donc tu sens déjà que il est de nouveau accepté par tout le gratin d'Hollywood, hein. Mais pour moi, tout ça se fait encore très timidement parce que, comme par hasard, on va pas lui donner d'Oscar pour Tu ne tueras point. Donc, il y a quand même un espèce de retour. Oui, on accepte sa rédemption, on accepte finalement le retour, en fait, de Mel Gibson, mais on est un petit peu timide, je trouve, encore, par rapport à tout le talent, en fait, de ce mec en tant qu'acteur et surtout en tant que réalisateur qui, je le répète, pour moi, fait partie des meilleurs réalisateurs de tous les temps. Mel Gibson, très clairement, en 5 films, pour moi, il a enterré même des filmographies, des fois de certains qu'en ont fait 20 ou 25, même si maintenant il n'exclut pas évidemment de tourner une suite à La Passion du Christ, hein. Je crois que c'est toujours sur les rails, très impatient de le voir bien évidemment, toujours très impatient de voir un film de Mel Gibson, voir ce qu'il va pouvoir faire justement en faisant cette suite. Mais en attendant, ça me faisait plaisir de faire cette vidéo parce que ça m'intéressait en fait de me pencher sur le cas La Passion du Christ qui a vraiment tout changé dans sa carrière, de ce qui s'est passé avant et surtout de ses conséquences. Et on voit bien qu'il s'en est jamais vraiment remis, Mel Gibson, des conséquences en fait de La Passion du Christ. C'est passionnant, c'est vraiment très intéressant. Je reviendrai évidemment sur Mel Gibson lors de prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Je verrai comment j'aborderai, parce que c'est très dur de faire des vidéos sur Mel Gibson, tant la carrière de l'acteur est riche, tant il y a à dire sur les films qu'il a réalisés, mais j'y reviendrai très prochainement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez bien sûr, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!